Salam alaikum, Azul, bonsoir. Voulez-vous avoir une idée précise sur les méthodes du régime algérien et de ses relais médiatiques? Voulez-vous voir comment il ne recule devant rien, devant aucune mystification, aussi outrancière soit-elle, pour tromper leur opinion publique? Alors, vous allez être servi. Vous allez voir comment ce régime n'hésite pas à aller jusqu'à faire dire à un chef d'État étranger ce qu'il n'a pas dit, jusqu'à lui prêter des félicitations qu'il n'a pas présentées et jusqu'à faire dire à ce chef d'État que Tebboune a été élu grâce à la confiance que lui a accordée le peuple algérien. Alors, commençons par regarder cette première déclaration du président Macron sur l'élection de Tebboune. Regardez. Magique Tebboune, est-ce que vous pensez qu'un ancien ministre de Bouteflika peut mener les changements tant attendus par le peuple algérien? Merci. J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Comme vous le savez, je suis très attentif à la situation en Algérie et aux aspirations que le peuple algérien exprime avec beaucoup de responsabilité, de civisme, de dignité depuis plusieurs mois. Je n'ai pas, de là où je suis et en ma capacité, à commenter ou à donner des bons points ou des mauvais points ou faire des pronostics. Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s'ouvrir entre les autorités et la population. Et il appartient aux Algériens d'en trouver les voies et moyens dans le cadre d'un véritable dialogue démocratique. Et je leur dis avec respect et amitié que dans ce moment crucial de leur histoire, la France se tient à leur côté. Cette laconique déclaration, à la limite du désaveu, qui manifeste de la sympathie au peuple algérien et qui n'est pas sans suggérer que la situation est très grave en Algérie, a été très mal accueillie par le régime algérien et ses relais médiatiques qui l'ont considéré comme une déclaration inamicale, voire hostile. Et donc, branle-bas de combat dans les journaux, les télés, les radios du régime, tir de barrage contre l'allié de toujours, qui avait toujours porté le régime algérien à bout de bras et dont on vient de se rappeler subitement qu'il est l'ancien occupant colonial. Cette déclaration de Macron, même si elle est restée très prudente, a été ressentie comme un véritable incident diplomatique susceptible de peser lourdement sur les relations des deux pays. Écoutez la réponse de Tebboune après cette déclaration de Macron. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري. La politique étant néanmoins ce qu'elle est, Macron a compris qu'il devait se faire violence et sacrifier aux exigences diplomatiques. Il a donc appelé Tebboune de façon très protocolaire. Il ne l'a même pas félicité, bien retenir, il ne l'a pas félicité pour sa soi-disant élection. Mais il a présenté au président élu ses vœux sincères de succès. Ses vœux sincères de succès. Écoutez les termes exacts du communiqué. Je cite.
Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président élu de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune, pour lui présenter ses vœux sincères de succès dans l'exercice de ses hautes responsabilités et l'assurer que la France se tient aux côtés de l'Algérie dans ce moment important de son histoire, etc. Vous avez bien écouté. En aucun cas, les mots « chaleureuse félicitations » n'ont été prononcés, encore moins « confiance du peuple algérien ». On est bien d'accord? Alors écoutez ce que dit le communiqué de la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Communiqué repris par la très officielle agence de presse service. Écoutez bien et attachez vos ceintures. Vous allez voir de quoi est capable ce régime et ce relais médiatique. Voici le communiqué en question que je vais vous lire. J'ouvre les guillemets. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi un appel téléphonique du président français, Emmanuel Macron, qui lui a adressé ses chaleureuses félicitations pour la confiance que lui a accordée le peuple algérien lors de l'échéance électorale du 12 décembre 2019. Fin de citation. Vous avez bien entendu. Le communiqué de Tebboune parle de chaleureuses félicitations pour la confiance que lui a accordée le peuple algérien lors des élections du 12 décembre. Des déclarations qui ne figurent pas dans le communiqué français. Des titres de la presse française en ont fait leur gorge chaude. Mais la presse algérienne, aux ordres du régime, a fait l'inverse. Elle a jubilé, elle a triomphé, reprenant les termes du communiqué de Tebboune et en rajoutant un petit peu. Voyez le genre de grosse manchette qui a été consacrée à cet entretien de Macron et de Tebboune. C'est du journal Ash-Shuruq. Regardez. Macron s'incline enfin et félicite chaleureusement Tebboune. Macron s'incline enfin et félicite chaleureusement Tebboune. Sinon, l'histoire de la main tendue de Tebboune continue de susciter des remous, mais surtout des ralliements de partis politiques qui se disent de l'opposition et qui se bousculent déjà au portillon.
Algérie, Tebboune fait dire à Macron ce qu'il n'a pas dit. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Abderrahim Moussouar, premier secrétaire du FFS Immigration France. Abderrahim Moussouar, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation. Msal khair, salam alaikum. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. Et je salue particulièrement le peuple algérien qui continue dans sa détermination. Et ce bandeau sur votre œil? Justement, depuis quelques jours, les Algériens ont mené une campagne de solidarité avec les blessés de la répression menée par le pouvoir algérien contre le peuple qui a, depuis 10 mois, manifesté pacifiquement, sans qu'il n'y ait de débordement, sans problème, sans altercation, et qui a même refusé à certaines périodes de répondre aux intimidations et aux provocations musclées de la police en disant « vous nous tapez, mais vous restez nos frères parce que nous sommes dans une perspective de construire une Algérie saine, une Algérie démocratique ». Donc ce bandeau aujourd'hui, je le fais en même titre que nos compatriotes qui sont en solidarité totale avec les blessés de ces répressions. Et je suis fier de le porter. C'est un geste de soutien. Vous allez garder toute l'émission ou vous allez l'enlever? Ça dépendra de votre état d'esprit. Mon état d'esprit, il est placé du côté du peuple, donc ça ne me dérangerait pas. Mais ça dépendrait aussi de... c'est-à-dire Mais vous l'avez exprimé, vous pouvez le retirer. Oui, exactement. Alors nous allons voir quelques images justement de la violence déclenchée à Ouarn, parce que le régime ne veut surtout pas que Ouarn fasse jonction avec les wilayas du centre, et encore moins les autres wilayas. Donc dès que Oran a exprimé cette volonté de rejoindre avec force, déjà que Ouarn a été présente dès le 22 février, mais là ils ont monté en cadence, et le régime, je rappelle que la deuxième région militaire se trouve Oran, est dirigée par un général qui est le gendre de Gaïd Saleh, chef d'état-major. Si j'ai juste un point à rajouter là-dessus, justement, la ville d'Oran n'a pas connu de répit durant ce hirak. Absolument. Que ce soit le vendredi ou même les mardis, je connais des gens à Oran qui sont là tous les mardis et vendredis. Ils ont gardé la cadence, ça n'a pas cessé un jour. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais je crois que ces répressions du pouvoir qui croient abattre le mouvement de révolution à Oran, je crois que ça va se retourner contre lui parce que ça va être plus de détermination. Hier, nous avons montré les déclarations d'un jeune, d'un voyou, qui a menacé les hirakistes, les gens qui manifestent à Oran, de les assassiner avec un couteau de boucher, et qui a dit que si l'État accepte de nous lâcher contre vous, vous allez voir ce que nous allons faire. Réellement des mots de fasciste, incroyable. Et le monsieur n'a pas été arrêté, n'a pas été inquiété, alors qu'il a proféré des menaces de mort. Nous allons voir la violence policière à Oran que le DGSN a fortement nié. Il a dit c'est pas vrai, c'est des mensonges, la police n'a jamais réprimé. Vous allez voir de vos propres yeux, et vous allez voir comment une femme a été fauchée par un flic, un balèze. Vous allez voir. Alors, avec nous, Mahrez Bouich, enseignant à l'université de Bjaya. Mahrez Bouich, merci d'être avec nous. Zoul Fellek d'Amkran, Jamal, bonsoir à toi Jamal, bonsoir aux téléspectateurs algériens qui mènent vraiment à une révolution exceptionnelle. Aussi un grand bonsoir à tes invités Jamal. Merci Mahrez Bouich, Zoul Fellek. Alors avec nous, Rochdi Aloui, universitaire aux USA. Rochdi Aloui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, et Abdelwahab Zaatari, ex-enseignant à l'université de Constantine. Abdelwahab Zaatari, merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamal Din. Mes salutations à vos invités, à tous ceux qui écoutent votre chaîne.
Alors, nous allons donc commencer, Abdelrahim Moussawar, par cette extraordinaire histoire de Macron. Vous n'étiez pas là quand on a passé des images, vous venez d'arriver. Donc Macron qui commence à dire « je prends note ». Et sans plus, hein, quasiment, il ne félicite pas. Il suggère même que la situation est très mauvaise en Algérie, qu'il y a un peuple admirable qui manifeste depuis des mois de façon très pacifique. Et ça a été très mal pris par ça veut dire, j'essaie de répéter pour vous, parce que vous n'étiez pas là. Et alors, ça a été très mal pris, ça a été pris comme un acte hostile, inamical. La presse est tombée à bras raccourcis sur Macron. On a redécouvert que la France était l'ancienne puissance coloniale, etc. Et puis Macron, bon, la diplomatie étant ce qu'elle est, et a appelé M. Tebboune pour, non pas pour lui présenter des félicitations, ce n'est pas présent dans le communiqué de la présidence française, mais pour lui présenter ses meilleurs vœux de succès et d'affirmer que la France se tiendra aux côtés des Algériens, etc. Alors, communiqué de M. Tebboune qui réplique, qui dit que M. Macron lui a présenté ses plus chaleureuses félicitations pour la confiance qui lui a été accordée par le peuple algérien. Or, ce n'est pas le cas, à plus forte raison que nous savons que M. Tebboune a été porté au pouvoir par la grâce de la plus grande fraude électorale jamais observée depuis 1962. Et il y a même un journal, toute la presse donc a repris cette histoire, et Choroq est allé jusqu'à dire « Enfin, Macron s'incline et vient présenter ses chaleureuses félicitations à M. Tebboune ». Alors, votre avis sur cette incroyable falsification d'un communiqué officiel? Je peux dire que c'est un périple engagé qui s'engage entre deux pays, enfin deux pouvoirs. Sachant que Tebboune, je reprends juste le mot que vous avez utilisé, peut-être pas porté par une certaine masse qui a voté, mais désigné, parce qu'on continue aujourd'hui en Algérie à désigner les présidents. Après Bouteflika, la caste militaire a désigné la personne de Tebboune pour présider l'Algérie, entre guillemets. Par rapport aux déclarations de Macron, je vais essayer de faire un petit enchaînement, puisque là je viens de prendre note. La première des choses, c'est que si Macron, à un moment donné, même par le biais du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait incité le pouvoir algérien à respecter les droits de l'homme, à respecter les droits de manifestation, à écouter son peuple. Il a exprimé dans sa dernière déclaration le souhait de voir l'Algérie poursuivre la transition démocratique. Sachant que ce terme de transition démocratique a été évoqué par Macron depuis des mois et des mois. Mais Macron, il dit, pardon, nous avons constaté et pris acte de la victoire de M. Tebboune. Voilà, parce que pour Macron, qui est président d'un pays qu'on appelle un État de droit, il a en face de lui un peuple français qui sait bien ce qu'il se passe en Algérie. Il n'y a que les aveugles qui peuvent, enfin les aveugles volontaires, c'est-à-dire des aveugles volontaires. Absolument. Qui veulent être aveugles, qui refusent de voir la réalité et qui ne veulent pas admettre ce qu'il se passe en Algérie. En Algérie, il y a une révolution populaire pacifique. J'ouvre une parenthèse en disant que ce terme révolution a été rempli de sens pacifique par le peuple algérien. Absolument. Durant toute l'histoire, on connaît, même en France, quand il y a eu la Révolution française, c'était synonyme de sang, de décapitation, etc., ce qui n'est pas le cas, et on ne le souhaite pas, bien sûr, en Algérie. Ça ne va pas se passer, parce que le peuple, aujourd'hui, il est déterminé d'aller le plus loin possible dans son pacifisme. Donc, à ce moment-là, Emmanuel Macron avait proposé à Bouteflika, qui était à la tête de l'État à l'époque, il lui avait proposé de prôner le chemin vers une transition démocratique. Parce qu'il faut savoir que la France avait soutenu l'Algérie durant 20 ans, durant les 20 ans de l'exercice avait soutenu le régime algérien. Le régime algérien. Voilà. Pas l'Algérie, mais le régime, le pouvoir. De François Hollande. Le temps de François Hollande, même Macron... On dit même qu'il aurait imposé aux généraux le 4e mandat. Oui, mais ce que je voulais dire, justement, c'est la France officielle en général. Absolument. Quel que soit le président élu en France, tant qu'il y a des intérêts en Algérie, des intérêts économiques, des intérêts diplomatiques en Algérie, la France soutiendrait toujours le pouvoir algérien. Par contre, cette année, ce qu'a fait le peuple algérien a poussé même Macron à dire
qu'il faut avoir une transition démocratique, mais le peuple algérien ne veut pas de transition démocratique menée par le pouvoir. On a vécu ça dans les années 90, on sait bien où ça nous a mené. Absolument. Ensuite, il y a des éléments du langage qui ont changé. Cette fois-ci, Macron qui a pris acte de l'élection de Tebboune, et si vous avez remarqué, juste avant les élections, il y avait la campagne électorale, Tebboune disait que la France et l'Algérie étaient inséparables. L'Algérie est importante pour la France et la France est indispensable pour l'Algérie. Ce sont des éléments du langage qui ne trompent pas. Peut-être c'est un lapsus. Non, mais au sujet de cette falsification du communiqué officiel de l'État français. Pourquoi avoir prêté à Macron des mots qu'il n'a pas dit? Ça veut dire féliciter chaleureusement, ce qui n'est pas vrai, et surtout pour la confiance qu'a accordé le peuple algérien à M. Tebboune. Or, ce n'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Justement, cet enchaînement, on pourrait même parler de la Badissia Novembria, ces gens-là qui étaient adeptes de cette idéologie en disant que les révolutionnaires, le peuple algérien, ceux qui sortent dans le Hirak, sont les amis de la France. Les amis de la France, ils veulent nous sortir l'image. Alors que le régime est novembriste et badissiste. Gaïd Saleh lui-même, qui menait tous les mardis ou les mercredis, qui faisait un discours en tirant sur les restes de la France. Oui, mais au sujet de ce communiqué... justement, j'y arrive. Non, mais il faut qu'on fasse tourner le micro. Il faut aller droit. Après, justement, cette question de légitimité du pouvoir, c'est pour dire au peuple algérien et à ceux qui croient qu'il faut que la France se débarrasse ou bien divorce du pouvoir algérien, c'est pour dire tout simplement, en un seul mot, le pouvoir français a abdiqué. C'est raison d'État, c'est pour ses intérêts. Non, mais moi la question, comment, quel culot, M. Tebboune, actuellement devenu par la grâce de la fraude le président des Algériens, a-t-il pu pousser l'outrance jusqu'à falsifier, jusqu'à prêter au président français des phrases qu'il n'a pas dites? On le sait, c'est incroyable. Le pouvoir algérien... On ne connaît pas de précédent à ça. On connaît pas. Oui, mais le pouvoir algérien, il est né dans le mensonge. Donc même pour rassurer cette partie... À ce point, il ne craint pas une réaction de l'État français qui pourrait dire « Non, non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Oui, mais il y a des appareils médiatiques qui ont repris cette déclaration de Tebboune. Et puis, il peut même, parce que la dernière fois, quand il a parlé des intérêts entre la France et l'Algérie qui sont indispensables l'une pour l'autre, il a même dit qu'il parlait d'une chaîne de télévision comme appareil médiatique indispensable pour la transmission des informations. Donc même, moi personnellement, je suis persuadé, je sais pertinemment que même demain, il peut dire ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai tout simplement Non, mais c'est un communiqué officiel. C'est un communiqué officiel. Qui a été repris par l'APS. Il ne peut pas dire je n'ai pas dit. L'une des trahisons du pouvoir algérien, c'est la trahison par le mot. C'est la trahison des mots, du langage qu'il peut rechanger le lendemain de sa déclaration. Alors, nous allons demander à nos autres invités, Rochdi Alioui, au sujet de cette très étrange histoire de falsification d'un communiqué officiel français et de phrases qui ont été prêtées au président français, qui n'a pas dites, et que la presse française a repris, notamment Le Figaro, par exemple, pour dire que le président français n'a pas dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à lui. Merci. C'est une grave entorse aux normes diplomatiques normales que des pays généralement ont. La relation franco-algérienne ou algéro-française est déjà complexe et compliquée. La première déclaration de Macron, lui qui a le verbe facile, dire qu'il prend note, ça c'est un langage diplomatique, non diplomatique du tout. Donc ce qu'il a dit dans sa première déclaration, c'est que je vois qu'il y a eu une élection, je vois que l'élection n'est pas vraiment ouverte ou vraiment légitime, mais je prends acte de cela. Vous avez élu, vous avez nommé quelqu'un à la tête de l'Algérie, je prends acte de cela. Maintenant que la campagne de Tebboune, je ne sais pas si c'est la campagne de Tebboune ou la présidence de la République algérienne qui a donné le communiqué qui... Non, c'est la présidence de la République algérienne.
c'est la présidence. C'est officiellement, c'est un communiqué officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Ça, c'est grave. Prêter des mots à un président d'une autre république, des mots qu'il n'a pas dit, ça c'est grave. Et je parie que dans quelques jours, il y aura une fuite du Quai d'Orsay qui dira que, personne non officielle, qui dira que ce que la présidence algérienne a dit n'a pas pris lieu ou n'a pas eu lieu. Généralement, ça ne se fait pas entre pays qui se connaissent, surtout comme l'Algérie et la France, et entre pays qui ont déjà une relation très complexe. Oui, mais lui, ça veut dire qu'en fait, le régime algérien a forcé la main, en quelque sorte, au président français pour lui faire dire qu'il n'y a pas eu de fraude électorale, que le président Tebboune a été normalement élu. Chaleureuse félicitations pour la confiance accordée par le peuple algérien. C'est gravissime. On fait porter le chapeau à un chef d'État étranger pour venir bénir une élection qui s'est distinguée par une fraude électorale massive, la plus importante depuis 1962. Et c'est grave, c'est vrai, c'est très grave. Il n'y a rien à dire sur cela. Et le problème, c'est on doit poser la question pourquoi Tebboune ou la présidence algérienne a dit ce qu'elle a dit, a laissé le communiqué Hadak dans la presse. C'est il cherche de la légitimité. La présidence algérienne est en recherche d'une certaine légitimité et elle ne l'a pas trouvée à travers le vote. Et ils sont en train d'essayer de fabriquer, de façonner une certaine légitimité à travers les relations internationales, notamment la relation franco-algérienne. Et c'est un pari très risqué, c'est un pari qui va revenir et qui va avoir un impact négatif sur la relation entre Tebboune et Macron. Alors, restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Mahrez Bouiche, au sujet donc de ces phrases prêtées à Macron qu'il n'a pas dites et qui ont été véhiculées par un communiqué officiel de la présidence algérienne. Mon ami Djemal, au-delà des analyses géostratégiques ou géopolitiques et au-delà aussi de cette histoire des relations algéro-françaises complexes et polémiques, il y a, à mon avis, du moins deux certitudes, deux réalités certaines. La première réalité et la première certitude, c'est que le pouvoir français, parce que les Français n'aiment pas ce mot, mais le pouvoir français, le régime français a toujours soutenu l'Algérie, non seulement... L'Algérie ou le régime algérien? Elle a soutenu le régime algérien. D'accord. Depuis pratiquement, bien sûr, le régime français a toujours soutenu le régime algérien depuis 1962. Ça a été une réalité, ça a été très apparent. Il se fait justement de revenir aux annales de l'histoire pour voir comment Boumediene Allah Yarhamou a accueilli Giscard d'Estaing. Et l'histoire, elle est là. Et vous voyez un petit peu comment Chadli Bejdi Allah Yarhamou aussi il faisait presque la même chose. Il faut voir aussi comment le régime français, en particulier Hollande, a soutenu Bouteflika. Vous vous rappelez tous, Djemal, de ce fameux concept, la lécrité, que certains considèrent à l'époque un mot magique prononcé par Hollande par rapport à l'état de santé de Bouteflika. Donc pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui, le régime français, il est dans sa logique, il soutient le régime algérien depuis pratiquement longtemps. Maintenant, toutes les polémiques qui s'émergent comme ça, certainement, elles sont soit un instrument de pression, soit une façade qui cache une autre réalité. Deuxième certitude, c'est que la France ne pense pas à la question des droits de l'homme en Algérie, elle ne pense pas à la question de transition démocratique, comme ça a été dit par certains, mais elle ne pense qu'à ses intérêts. C'est comme ça, le monde il est fait comme ça. On est en 2019, on a vu d'ailleurs, on a constaté à Djemal, c'est tout le monde qui l'a dit d'ailleurs, le silence d'ailleurs non seulement du régime français, même des associations à caractère humanitaire ou des associations
des droits de l'homme ou de ce silence du régime et de plusieurs associations et partis politiques par rapport à ce qui s'est passé en Algérie depuis le 16 février à Kharapa et le 22 au niveau national à nos jours. Il y avait un silence complice et il a fallu attendre du moins 9 mois pour que certaines associations, certains partis politiques ou certains députés au niveau du Parlement européen commencent à parler un petit peu de la situation des droits de l'homme en Algérie. Donc voilà les deux certitudes. Maintenant, ce qui se dit... oui, mais Maher Zbouish, il se dit, justement, comme vous le dites si bien, que Macron a refusé de soutenir le 5e mandat, ce qui aurait provoqué un vrai malaise dans les relations souterraines algéro-françaises. Et Macron en a rajouté une couche avec cette déclaration de « je prends note ». Et il en a rajouté une autre en ne félicitant pas Tebboune, mais en lui présentant ses sincères vœux de succès. Ça veut dire pour l'avenir. Il refuse de revenir sur l'élection en elle-même. Et réaction incroyable de ce régime qui invente des paroles et qu'elle prête à un chef d'État étranger, des paroles qu'il n'a pas dites. On voit donc que Macron a changé d'attitude à l'égard de ce régime, qu'il ne soutient vraisemblablement pas autant que son prédécesseur, et que plus que cela, il fait des déclarations qui ont été considérées à Alger comme étant hostiles, inamicales. Effectivement, d'abord, le problème des chefs d'État, que ce soit en France ou en Algérie, c'est qu'ils ne disent jamais solennellement ce qu'ils pensent, du moins en cachette, ou ce qu'ils font généralement en cachette. Moi, je n'ai jamais entendu Macron dire que nous sommes contre le 5e mandat. Du moins, il n'a jamais prononcé un discours qui insinue qu'en quoi il n'était pas d'accord pour le 5e mandat. Il ne peut pas le faire, ce serait de l'ingérence. Je sais qu'il ne peut pas le faire, c'est pour cela que je viens de dire qu'ils ne peuvent jamais dire ce qu'ils font en cachette. Ils Absolument. ne disent jamais solennellement ce qu'ils font en cachette, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ce qu'ils font en cachette, c'est les coulisses. Certainement qu'il y avait des coulisses. En 2017, c'est tout le monde qui disait, du moins les journaux algériens disaient, beaucoup de journalistes algériens écrivaient que Tebboune, en 2017, il était limogé parce qu'il a visité la France, il a rencontré des gens en France. Mais ça reste un petit peu des déclarations, des écrits de journaux. Et lui avait déclaré à l'époque que c'était un voyage privé et qu'il avait rencontré de façon courtoise le Premier ministre français. Effectivement. Mais la réalité, du moins, n'a pas été dévoilée officiellement par une institution, par une communication institutionnelle, ni par le CODERC, ni par la présidence, ni par n'importe quelle institution. Le problème, il est là. Le deuxième élément, moi, je pense que, Jamal, la question, elle est ailleurs. C'est-à-dire, pourquoi maintenant les deux pouvoirs instrumentalisent du moins les discours des uns et des autres? Moi, je pense qu'en Algérie, il y a cette question de déversion. C'est-à-dire, à chaque fois que le pouvoir est dans une impasse, il essaie d'utiliser cette question justement d'ennemis étrangers. Donc l'ennemi étranger, on connaît un petit peu, à chaque fois, ils font appel à la France, aux déclarations de leur chef d'État ou de leur président de parti. Donc la diversion, elle est là. C'est à chaque fois que le pouvoir algérien est dans cette quête de légitimité, à chaque fois qu'il utilise la question de l'ennemi étranger, que ce soit le Maroc ou que ce soit la France, c'est pour dire effectivement, regardez ce qu'ils disent de nous. Pourquoi ils n'ont pas dit la même chose quand il y avait la déclaration de l'ambassadeur russe qui a soutenu les élections en Algérie? Pourquoi ils n'ont pas dit à l'époque, les journalistes là qui sont instrumentalisés en Algérie par le pouvoir en place, pourquoi ils n'ont pas dit que c'est une ingérence étrangère? Pourquoi quand l'ambassadeur de la Chine a participé à une marche de soutien aux élections, ils n'ont pas dit que c'est une ingérence étrangère? Effectivement. Et restez avec nous, Maher Zbouish, je reviens à vous dans un instant. Abdelouahab Zaatari, même question. Votre avis sur cette drôle d'histoire de falsification d'un communiqué officiel d'un État étranger, du chef de l'État, chef d'un État étranger? Oui, en ce qui me concerne, je trouve que c'est bien naturel. Les relations internationales entre pays peuvent connaître des fluctuations du chaud au froid. En l'occurrence, les Français nous connaissent très bien. Nous avons une forte communauté là-bas et nous avons beaucoup de nos responsables, enfin des gens au pouvoir, ils ne sont pas tellement responsables au sens propre du terme, qui vivent en France. Donc les Français connaissent très bien la situation en Algérie et donc
c'était bien naturel que le donc le président français dise en premier lieu qu'il a bien noté la situation, donc qu'il suit la situation. Bien plus tard, lorsque les résultats se sont révélés au grand jour, eh bien, il a dit en quelque sorte, il a utilisé, il a dit mes vœux sincères de succès. Donc, en fait, il a dit à M. Tebboune, bonne chance avec les problèmes que vous avez, je vous souhaite de réussir. Bien sûr, du côté algérien, ils ont interprété ça comme un grand scandale et ils ont travesti ce message. On a un autre message à l'avantage Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont cité des phrases exactes que le chef de l'État français a dit. Sincère, chaleureuse félicitations pour la confiance accordée par le peuple algérien. Et il ne peut d'autant pas le dire que tout le monde sait que c'est une fraude électorale. Donc c'est gravissime ce qui a été prêté à un tel niveau au président français. Eh bien oui, la manipulation, le mensonge, et surtout ça a été dirigé dans le sens de dire aux Algériens que je suis un ultranationaliste, suivez-moi, faites-moi confiance, la France est notre ennemi éternel, je suis là pour m'y opposer. Et donc, voilà déjà, en faisant le mensonge des meilleurs vœux, donc il a dit, voilà, regardez, la France a plié, je suis l'homme fort, donc je suis... C'est ce qu'a dit Chorok, hein, ce qu'a dit Chorok. Oui, Macron a plié et a présenté ses chaleureuses félicitations à M. Tebboune. Exactement. Le but, c'est de dire aux Algériens, je suis un ultranationaliste, je ne suis pas un traître, je suis capable d'affronter l'État français d'égal à égal, ce qui est donc le mensonge, la manipulation des médias, comme vous voyez, tout ça est possible. Bien sûr, la fraude y est, et un journal allemand, par exemple, avait dit que le pouvoir algérien mérite le prix Nobel de la fraude. Oui, un journal allemand a titré en grosse manchette, le régime algérien mérite la fraude, le prix Nobel de la fraude. De la fraude, oui. Exactement. Chose que j'avais dite dans un de mes articles qui date peut-être de 6-7 ans, où j'avais dit ceux qui poussent Bouteflika, ils méritent le prix Nobel de la médiocrité, de la manipulation et de ceci. Je ne me souviens plus des thèmes, mais le titre, c'était le triomphe des médiocres ou le malheureux destin de l'Algérie. Donc ça date de quelques années où je disais que les Bouteflikistes, en voulant un prix Nobel pour Bouteflika de la paix, ils méritent le prix Nobel de la médiocrité, de la manipulation et tout. Et restez avec nous, Abdou Zabzatri. Nous allons aborder le deuxième sujet, celui du dialogue auquel appelle M. Tebboune. Certains partis ont déjà commencé à répondre. D'autres personnalités et partis politiques sont dans le ni-ni et dans le mi-mi. Mi comme ça, ou ni comme ça, ni comme ça. Mais on voit bien qu'ils sont en train de se ruer vers le râtelier, comme on dit, et de nous dire, alors qu'il n'y a pas longtemps, il nous disait c'est une fraude électorale massive. Il est même dit, oui, d'accord, on accepte de négocier avec le produit de cette fraude massive, parce qu'on n'a pas le choix, c'est une impasse, il faut en sortir. Et votre parti a émis un communiqué qu'on n'a pas très bien compris. Il a bien sûr dénoncé le régime, la fraude électorale, ce qui se passe, soutenu le Hirak, mais on sent qu'il a dit, entre guillemets, que le dialogue est une option incontournable à condition, et il a émis quelles conditions, libération des détenus, etc. Est-ce que c'est votre position ? Jamal, si tu me permets juste par rapport à cette déclaration qui a été falsifiée par la présidence de la République en Algérie par rapport à mais ce qui très a été vite, dit. parce que, oui, bien sûr, parce que tout à l'heure j'étais un peu dans des relations normales entre des pays qui se respectent. À chaque fois qu'il y a une élection, un président élu, c'est tout à fait normal que d'autres présidents d'autres pays lui envoient lui envoient des messages de félicitations, etc. Mais ce qui a été dit par Macron le lendemain de l'élection de Tebboune, en prenant acte de ce qui s'est passé lors des élections, donc de l'élection de Tebboune, avait été mal digéré par le pouvoir algérien, ce qui fait que ce pouvoir même attendait une autre brèche, une autre parenthèse qui s'ouvrirait
de la part du gouvernement français, où à sa tête le président de la République, Macron, pour essayer de falsifier, parce que le fait de dire je vous transmets mes sincères encouragements, c'est une façon de reconnaître la présidence, l'élection. Il l'a pas dit. Il a peut-être dit pas... mes vœux de succès. Mes vœux de succès. Ça veut dire pour l'avenir. Mais cas... sur les élections, il n'a rien dit. D'accord. Il n'a pas félicité et il n'a pas reconnu la victoire. Mais les vœux de succès, justement, les vœux de succès à qui? Il les a adressés à un président nouvellement élu. Absolument. Indirectement, c'est une façon de dire que la France reconnaît que vous êtes le président de l'Algérie. Et puis, bien sûr, elle n'a pas le choix. Bien sûr. Même s'il est issu de la fraude, même s'il est issu d'un coup d'État. d'État, tout à l'heure, c'est des affaires algériennes. Notre ami Bouich a parlé de la transition démocratique. C'est un terme qui a été utilisé par Emmanuel Macron et par Le Drian. Et nous, on est là pour dire d'abord ce qui a été dit. Ensuite, le contenu réel de cette déclaration dit que le peuple algérien ne reconnaît pas ces jeux de mots, des jeux de mots qui vont dans un sens de maintien des relations entre le pouvoir français et le pouvoir algérien. Là, et le dialogue, c'est le dialogue auquel a appelé M. Tebboune. Le dialogue auquel a appelé M. Tebboune, moi je sais une chose, c'est que Abdelmajid Tebboune, désigné par la junte militaire comme président de l'Algérie, a pu dribbler certaines personnalités politiques parce qu'il a joué sur le timing. Le fait que le lendemain de sa déclaration, en tendant la main au Hirak, à ceux qui veulent dialoguer, le fait de faire une déclaration le lendemain est une erreur stratégique, c'est une erreur politique. De sa part? Non, pas de sa part, mais de ceux qui ont repris le terme dialogue en appelant dialogue. Moi, personnellement, on aurait aimé que des partis politiques, que des personnalités politiques parlent du dialogue bien avant qu'il y ait une élection présidentielle, le panel de Karim Younes... Justement, j'allais revenir là-dessus. Le panel de Karim Younes, aujourd'hui, ce que j'appelle le dialogue Tebboune, qui sera bien sûr un monologue, comme d'habitude, c'est une continuité de logique de ce qui a été mené par Karim Younes. Qui a été un gros échec. Qui était un gros échec, mais l'objectif du pouvoir à ce moment-là, c'est que ce panel fasse, c'est-à-dire à la dernière étape, fasse un communiqué et un rapport. On l'a vu, le rapport, il est rédigé sur des centaines de pages, fasse un rapport en disant que nous avons rencontré des partis politiques, nous avons rencontré des syndicats, plus des milliers d'associations, le terrain est favorable pour qu'il y ait une élection présidentielle. Ce dialogue, comme disait Hamdallah Rahmou, le dialogue proposé par le pouvoir algérien, c'est comme la relation entre le loup et sa queue. Quand il tourne en rond, en évitant d'aller droit vers le but. Par rapport à certains partis politiques, moi, je dis clairement... Votre parti d'abord. Quelle est la position de votre parti? La position de notre parti, j'explique seulement que le FFS traverse en ce moment une période très difficile, sans précédent, et qu'il y a des personnalités, des ex-responsables qui continuent aujourd'hui à parler en son nom. D'accord. La direction... Et le communiqué qui est sorti? Le communiqué qui est sorti, parce que le lendemain, il y a eu un autre communiqué du premier secrétaire national, Belkacem Ben Amer, qui a été élu lors du Conseil national du 22 juin. Il a dénoncé toute compromission avec le pouvoir actuel. Voilà, c'est le message que j'allais transmettre. Et le premier communiqué? Par contre, le premier communiqué, c'était une erreur stratégique de la part de ceux qui se sont prononcés au nom du FFS. D'accord. Donc maintenant, quelle est la position actuelle du FFS? Est-ce qu'il y a un FFS légitime ou est-ce qu'il y a deux FFS? Le problème, c'est que le FFS aujourd'hui, je le dis clairement, je suis responsable parce qu'il y a des militants qui nous regardent, il y a d'anciens militants, il y a les Algériens, parce qu'à chaque fois que l'Algérie traverse une période difficile de son histoire, le FFS traverse une période difficile aussi. Évidemment. Parce que c'est un parti qui est né dans la difficulté, qui est né le lendemain de la Révolution. C'était une continuité logique du FLN révolutionnaire. Et qui a un ancrage certain au sein de la population, une base militante très engagée. Exactement. C'est pour cela que personnellement, c'est pour ça que les gens ont très mal accueilli ce communiqué du FFS qui semble vouloir aller vers le dialogue à demi-mot. Mais le contenu, je peux dire que le contenu de cet appel, moi ce que je reproche, c'était le timing. Ce n'était pas le bon moment de parler de ça et de parler de dialogue. Je peux même dire que
le dialogue qui devrait se faire aujourd'hui est différent de celui des années 90. Celui des années 90, on avait un pouvoir Vous fort, parlez de uni. Saint-Égidio? Pas forcément. Oui. Saint-Égidio, c'était une occasion pour que l'Algérie sorte de la crise. Absolument. Je le dis, on l'assume. Oui. On l'assume en qui tant a été que FFS, fortement combattu, qui a été combattu par les le extrémistes pouvoir, des deux bords. Par le pouvoir et ses relais, donc les extrémistes, les islamistes du pouvoir et les anti-islamistes du pouvoir, les laïcs du pouvoir, les et les conservateurs du pouvoir, et les éradicateurs qui ont été mis en place par le pouvoir pour diviser et bipolariser la société algérienne. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même contexte, parce que dans les années 90, on avait un pouvoir uni, fort, qui utilisait de la violence devant un peuple divisé, un peuple déchiré par le pouvoir même. Mais aujourd'hui, avec cette unité, nous avons un peuple déterminé, uni, et qui est déterminé dans son union, qui ne veut rien lâcher. Position, d'abord, une question. Pourquoi le régime appelle-t-il au dialogue? Est-ce que réellement il est sincère, il veut aller... et d'abord, comment le peuple voudrait-il dialoguer avec un président issu de la frotte, alors qu'il n'a pas voulu discuter avant avec Karim Younes? Et ensuite, pourquoi cet appel de Tebboune? Est-ce vraiment pour aller vers un dialogue ou est-ce pour diviser le Hirak? D'abord, justement, la réponse, elle est dans votre question. D'abord pour diviser le Hirak, parce qu'au sein du Hirak, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui veulent aller au dialogue coûte que coûte. Absolument. Mais il faut pas au sein du Hirak, à la périphérie du Hirak. Des partis qui se disent d'opposition et qui ne sont pas tellement d'opposition. Qui ont dans les années 90 le Conseil national de transition qui a été mis en place par les généraux. Ce Conseil national de transition, qui contient le mot transition, veut se reproduire d'une certaine façon en allant dans une transition à l'issue d'un dialogue qui est mené par Tebboune. Ce dialogue, il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir algérien n'a jamais été sincère. À chaque fois qu'il propose une feuille de route, c'est une feuille de route pour tromper le peuple algérien, pour mentir et pour se pérenniser, c'est-à-dire pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est-à-dire à partir du moment où le peuple algérien a gagné la bataille médiatique, a gagné la bataille de l'image et la bataille de la silmia, du pacifisme, le pouvoir algérien cherche à tout prix des moyens pour se donner du crédit, pour se refaire une image d'un pouvoir qui veut l'union. D'ailleurs, le lendemain de son élection, Abdelmajid Tebboune, il dit « J'aime la Kabylie, j'aime Tizi Ouzou Bjaya ». Ça, c'est pour faire une parenthèse, parce que le Hirak, comme on le disait tout à l'heure, se mène de l'est en ouest. À Oran, on peut dire même que c'est l'une des capitales de ce Hirak, même si je suis contre ce terme. Mais à Oran, à Constantine, le peuple gagne. Il est en train de gagner. Et la position officielle, dernier mot sur ce sujet, la position officielle du FFS, qui, à mon avis, le plus grand parti populaire du pays en ce moment, qui est en activité, qui est reconnu par l'État, qui a un agrément, par l'État, par le régime. Quelle est sa position officielle? Au FFS, nous savons pertinemment que pour qu'il y ait une sortie de crise, il faut aller dans un dialogue, dans un dialogue national, large, qui regroupe toutes les parties prenantes, politiques, syndicales, associatives, y compris avec le régime. Avec le régime, quel régime? Le régime qui est mis en façade, c'est-à-dire Tebboune, ou le vrai pouvoir qui est le pouvoir militaire? Aujourd'hui, ce dialogue... Donc vous voulez aller à des négociations? Donc, justement, j'allais dire ça. C'est-à-dire le sens de dialogue aujourd'hui, il prend son sens dans le mot négociation. Devant une telle ferveur populaire, devant une telle mobilisation du peuple algérien, 95% du peuple algérien qui ne veulent pas la reconduite du système, aujourd'hui nous sommes devant un rapport de force populaire qui imposerait au pouvoir à ce que le dialogue soit fait dans une négociation pour nous dire comment laisser les clés, comment partir pour restituer le pouvoir. C'est la seule forme de dialogue que vous voyez au FFS? C'est la seule forme de dialogue, mais il faut passer au dialogue pour qu'il restitue le pouvoir au peuple. Alors, Rochdi, lui, au sujet de ce dialogue auquel appelle Tebboune, comment le voyez-vous? Comment voyez-vous la suite des événements? Juste avant de répondre à votre question sur le dialogue, je viens de voir la déclaration de l'ambassade des États-Unis à Alger concernant l'élection de Tebboune. Oui. Et dans cette déclaration officielle, le nom de Tebboune n'est pas nulle part. Il parle les États-Unis congratulate Algeria on the et
Ils disent, OK, vous avez conclu les élections présidentielles. Et le dernier passage, ils parlent du peuple algérien et de leur aspiration à travers non seulement le vote, mais à travers la rue. Donc, il n'y a pas uniquement Macron qui a noté l'élection de Tebboune, mais il y a d'autres pays qui voient la situation en Algérie, qui voient un pays et un peuple dans la rue et qui voient aussi des élections qui ont avec un taux incroyable de la fraude. Juste sur ce point. Sur le dialogue. Personnellement, j'ai un problème avec le mot dialogue. Pour moi, le temps du dialogue est passé. Je ne veux pas dire qu'on doit aller vers la confrontation, non. Il y a dialogue et il y a négociation. Je dis oui à négocier, pour la négociation avec le régime, et sur des points bien précis, mais dialoguer pour dialoguer, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir du dialogue et pourquoi Tebboune offre le dialogue. À mon avis, parce que l'élection de Tebboune était un passage en force de l'agenda des militaires, de l'agenda de Gaïd Salah. Et les militaires ont gagné la présidence, ont gagné un président, mais en même temps, ils ont perdu le peuple ou la majorité du peuple. Et donc, Tebboune est très mal élu et ils le savent. Par ils, je veux dire Tebboune et les militaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème-là? Donc, on offre cette solution de dialoguer avec qui, je ne sais pas quoi, parce que Hirak n'est pas encore organisé. Et à travers ce dialogue, Tebboune espère se faire bâtir ou se faire façonner une sorte de légitimité populaire, une sorte de mandat populaire qui n'a pas jusqu'à maintenant. Mais est-ce que aussi ça ne procède pas, est-ce que ça ne procède pas de la volonté de diviser le Hirak, ce qui est le cas déjà maintenant, même si le Hirak reste campé sur sa position, mais à la périphérie du Hirak, des partis politiques, des personnalités politiques qui commencent à aller à répondre favorablement à Tebboune. Est-ce que tout ceci ne peut pas risquer de diviser le Hirak? Oui, bien sûr. Parce surtout quand vous avez affaire à un mouvement aussi large que Hirak qui n'a aucune organisation ou un porte-parole qui peut définir les points forts et qui peut communiquer au nom de Hirak. Et excusez-moi, M. Benchmoud, quand vous parlez de partis politiques, en Algérie, j'ai tendance à rire un petit peu parce qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Le champ politique en Algérie est en ruine. Il n'y a aucun parti qui parle au nom d'un segment important de la population algérienne. Ça, c'est un constat qu'il faut faire, qu'il faut prendre acte de ce constat. Et c'est uniquement, et pour moi, Hirak est une chance pour bâtir le champ politique algérien. C'est à travers Hirak qu'on doit bâtir un nouveau champ politique qui est carrément en ruine. Et ce qui n'est pas en ruine, par exemple le FFS, manque de crédibilité absolue. Et je suis désolé pour votre invité qui représente le FFS. Oui, mais beaucoup d'Algériens pensent comme vous, hein, je vous rassure. Des millions d'Algériens, peut-être même la grosse majorité des Algériens, pensent qu'il n'y a pas de vrai parti politique qui ait un ancrage populaire vraiment très fort. C'est l'avis de tout le monde. Ce n'est pas uniquement les partis politiques, c'est tout le champ politique algérien est en ruine. Parce que les partis politiques viennent représenter des segments de société, viennent représenter des associations, etc. Et dans le cas de l'Algérie, c'est et les partis politiques, et les représentations de certains segments de société, et les syndicats qui n'ont aucune légitimité. Et le Hirak qui refuse de faire émerger des élites maintenant, des représentants, si tant est que nous puissions aller vers des négociations avec le vrai pouvoir et non pas avec Tebboune,
qui serait alors disponible pour discuter au nom du Hirak, puisqu'il n'y a pas de représentation? Là, ça revient, c'est mon cheval de bataille avec vous, monsieur Nouf, et je l'ai dit avant, c'est il faut organiser, il faut organiser, il faut organiser, il faut organiser. Hirak doit s'organiser. Je l'ai dit à chaque fois que vous m'invitez sur votre plateau, depuis le mois de juin, je disais que Hirak doit s'organiser. Les militaires réalisent une chose très facile, très importante. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas diriger un pays sans le peuple. Il y a un pays à diriger, il y a les institutions de l'État qui sont vides de représentation, de légitimité, mais le peuple est dans un autre camp. Et personne ne peut diriger un pays et résoudre les problèmes qu'on a, surtout les problèmes algériens, qui sont des problèmes très, très sérieux, politiquement, économiquement, socialement, etc., sans l'apport et le support du peuple. Et comment il faut avoir ce support? Ce n'est pas à travers le champ politique traditionnel, parce qu'il n'existe pas à mes yeux, mais à travers Hirak, qui doit s'organiser pour commencer une sorte de mouvement vers l'avant. Ce que vous avez dit me rappelle une déclaration de Hamrouche qu'il a faite il y a quelques mois, où il disait que le peuple et l'armée sont seuls, il ne faut pas les laisser se tourner le dos, je crois, ou s'affronter. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il veut dire qu'entre l'armée et le peuple, il faut avoir des institutions de représentation qui expriment les griefs et les aspirations et les inquiétudes du peuple et les représenter dans la sphère étatique, institutionnelle, officielle. Et c'est pour cela que le 12-12 pour moi, doit être une date qui déclenche l'organisation et la structuration de Hirak, parce qu'il le faut, il n'y a aucune solution, je ne vois aucune solution pour l'Algérie pour l'avenir sans que Hirak soit un partenaire dans la solution. Et dialoguer sans avoir une organisation claire de Hirak, c'est aller vers la ruine et la marginalisation de Hirak. Et restez avec nous, Rojdi Aloui, nous revenons à vous dans un petit moment. Mahrez Bouich, au sujet donc de cet appel de Tebboune à tout le Hirak et cette réponse très empressée de certaines parties, dites partis politiques d'opposition, et de certaines dites personnalités politiques qui donc ont dit que sous conditions, libération, détenus et autres, qu'elles étaient ces partis disposés à participer à ce dialogue. Bon, du 1, je tiens à rassurer notre ami Rojdi que le Hirak ou la révolution en marche, elle a une immunité extraordinaire et elle peut déjouer pratiquement tous les plans contre-révolutionnaires menés, que ce soit par les relais du système ou par le système. Je rappelle que vous êtes un acteur très important sur le terrain du Hirak, notamment à Bjaya. C'est que le Hirak a déjoué pratiquement plusieurs scénarios depuis assez longtemps. Hein. Il se fait justement de poser la question à ceux qui sont sur le terrain pour répondre. Deuxième élément, l'une des phrases les citations les plus célèbres de Sil Hussein, il disait on ne dialogue pas avec son peuple, mais on satisfait ses revendications. Aujourd'hui, Jamal, je m'excuse de le dire, mais je pense qu'on est tombé dans le piège du système. Pourquoi on est tombé dans le piège du système et combien même d'intellectuels qui sont tombés dans ce piège? C'est qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle du dialogue, ou pourtant c'est qu'on est après 5 jours d'une mascarade électorale et on est pratiquement à une journée du serment de Tebboune. Au lieu de parler, de discuter, de débattre un petit peu sur l'illégitimité de Tebboune et comment les élections se sont déroulées, au lieu de discuter, de débattre justement de la répression que nos compatriotes ont subi à Oran, à Moustaganem, à Lorane. Ce sera le dernier point de discussion de cette émission. Non, je sais, non, je parle pas de l'émission, Jamal, je parle du... Non, la violence, et surtout la violence dans l'Ouest, nous allons en parler après ce sujet.
justement, moi je ne parle pas de l'émission, Jamal, moi je parle du débat national. Oui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de dialogue. Le pouvoir a mis justement le concept de dialogue depuis la conférence de presse de Tebboune. Ici, tout le monde qui s'est mis à discuter, à schématiser, à conceptualiser, dialogue, négociation, machin, alors que le Hirak ne pense pas à ça d'abord. D'ailleurs, la preuve, c'était le vendredi passé, et aussi hier, pendant la marche de la communauté universitaire et de la société civile. Le Hirak, il est fidèle à ses revendications. La Révolution en marche, elle est fidèle à ses revendications, scandées depuis le 16 à Kharata et le 22 au niveau national. Le dialogue, c'était un jeu de diversion, c'était un détournement de débat national. Au lieu de débattre justement de la situation et de ce forcing historique imposé par les militaires et par la junte militaire, on est en train de débattre justement de ce mot-là de dialogue et de machin, de structuration. C'est comme si on peut structurer un mouvement horizontal. Écoutez, la révolution en marche, ce n'est pas un mouvement vertical, c'est un mouvement horizontal et il est sur les 48 wilayas. C'est-à-dire, on peut dire que depuis le pic du 15 mars et le 1er novembre, on peut dire que chaque vendredi, il y a pas moins de 15, 16, 17 millions. Donc c'est pour dire effectivement organiser ou structurer de la même façon traditionnelle qu'on structure des associations et des partis politiques, ça c'est un leurre, c'est un mensonge et c'est une façon de diviser d'ailleurs le Hirak. Ça c'est un deuxième élément. S'il te plaît, la déclaration de Tebboune, elle explique une chose. D'abord du 1 par rapport au dialogue. Du 1, c'est qu'une reconnaissance du pouvoir que le panel de Karim Younes était vraiment une mascarade. À l'époque, on disait ça dans les marches. On disait c'est une mascarade. N'est-ce pas que Karim Younes qui a déclaré officiellement qu'il a négocié avec 6 000 associations et avec plus de 18 000 personnalités politiques et associatives. N'est-ce pas que Tebboune qui disait qu'il a négocié et qui a discuté avec des représentants des confréries religieuses et des partis politiques? Eh bien, pourquoi aujourd'hui il ne parle de dialogue? C'est tout simplement parce que le panel de Karim Younes qui a conduit justement à ce processus électoral, à cette mascarade électorale qui s'est déroulée en Algérie. Pour vous dire effectivement le schéma du pouvoir. Maintenant, je vais être clair, Jamal, si vous me permettez, en 2 minutes. Je vais être clair. Aujourd'hui, ceux qui parlent de dialogue, loin justement de Tchouina, ceux qui parlent de dialogue aujourd'hui, soit ils sont des membres de la Aïsaba, ils étaient mis au frigo, ils se sont sortis aujourd'hui pour jouer encore un rôle dans cette feuille de route qui a été mise en place par la junte militaire depuis la chute de Bouteflika le 2 avril. Parce que c'est une feuille de route, elle a des étapes. On est pratiquement à une 4e ou 5e étape. Ça, c'est du 1. 2, soit c'est bien évidemment de ceux qui veulent se repositionner ou intégrer la Aïsaba parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement détourner le Hirak. Je vais te donner un témoignage. Depuis cette histoire du panel, il y avait justement à l'intérieur du Hirak, du moins 3 tendances, 2 minoritaires et une tendance majoritaire. La première tendance minoritaire, déjà à l'époque de Karim Tebboune, voulait passer à ce dialogue en mettant le mot d'ordre dialoguer avec Karim Younes, pourquoi pas? C'est une minorité. Elle est composée de qui? Elle est composée généralement des anciens militants du FLN, des anciens militants du RND, des anciens militants des associations satellitaires qui se disaient à l'époque qu'ils sont une partie prenante de l'Hirak, mais ils étaient minoritaires. Deuxième minorité aussi à l'époque qui disait, et c'est presque aujourd'hui, c'est les mêmes d'ailleurs, qui disent qu'il faut aller au dialogue, c'est une minorité qui pense qu'il est impossible de faire face aux véritables décideurs, parce que les véritables décideurs, ce sont les militaires, et le peuple ne peut faire rien du tout avec devant les militaires et devant la force des militaires. Ils ont imposé leur feuille de route, donc il faut aller négocier. Ils sont minoritaires. Mais la grande majorité, c'est pas moi qui le dis, il suffit justement de descendre sur le terrain et de voir les gens. La grande majorité, que ce soit à Oran, ou à Constantine, ou à Annaba, ou à Bijaya, ou à Tizi Ouzou, ou à Alger, ou ailleurs, sur tout le territoire national, la grande majorité, c'est qu'elle est fidèle à 2 choses importantes. Elle est fidèle à l'horizontalité du mouvement et de la révolution en marche, parce que structurer le mouvement, ça veut dire le tuer. On a vécu d'ailleurs ça de 2001 avec la Mais pourquoi Hezbollah ne pas l'organiser de façon horizontale? Par exemple, représentation par ville, représentation par corporation, représentation...
il est organisé, Jamal, t'inquiète pas, il est organisé. Il suffit justement de voir la réalité sur le terrain. Je ne dirais pas qu'il est organisé sur tout le territoire national, mais le concept auto-organisation, au-delà de l'idéologie, que c'était les communistes qui l'ont, ou c'est les marxistes, ou c'est la social-démocratie qui le prennent ou qui le développent, mais il y a une auto-organisation. Les grèves, c'était une façon justement de radicaliser le mouvement pacifiquement, que ce soit en Kabylie ou ailleurs. C'était grâce justement à cette auto-organisation des corporations, que ce soit des enseignants, des médecins, des étudiants, des chômeurs, etc. C'était pas effectivement généralisé, mais je vais vous dire une chose. Ceux qui appellent aujourd'hui au dialogue, c'est clair et net, c'est que nous sommes, Jamal, nous sommes devant deux logiques. Nous sommes devant une logique révolutionnaire menée par le peuple d'une manière horizontale. Et aucune force, même si tu es Einstein, même si tu es le génie des politiques, tu ne peux pas structurer un mouvement qui te dépasse de loin. Ce mouvement a transcendé tout le monde et il peut t'écraser facilement parce que c'est une force pacifique qui scande trois objectifs nécessaires, désolé de les répéter: changement pacifique du système, instauration d'une république sociale, démocratique, des libertés et de justice sociale, et réhabiliter la souveraineté populaire. Voilà les fondamentaux. Et restez avec nous, Maher Zbouich. Jamal, juste une seconde, s'il vous plaît. Allez-y, très vite. C'est que nous avons une logique du système qui est basée sur une contre-révolution, et vous savez pertinemment, nous avons deux exemples extraordinaires qui ont été malheureusement avortis. C'est la Roche de Kabylie, et c'était aussi nos amis de Ain Salah quand ils ont organisé un mouvement extraordinaire horizontal contre le gaz de schiste, et ces deux mouvements ont été détruits parce qu'il y avait une volonté contre-révolutionnaire de structurer, et vous connaissez un petit peu la suite de et restez avec nous, Maher Zbouich. Abdelouaheb Zaatari, donc sur ces... la chose qui n'est pas compris, que personne n'a compris, Abdelouaheb Zaatari, c'est que Tebboune s'adresse au Hirak. Au Hirak qui nous dit Maher Zbouich est homogène, qu'il est horizontal, qui ne veut pas se faire représenter pour le moment, et qui répond à Tebboune, ce n'est pas le Hirak, ce sont des partis politiques et des personnalités ou dites personnalités politiques qui sont à la périphérie du Hirak, même s'ils y participent d'un temps soit peu, et donc qui acceptent quasi unanimement, généralement, les mêmes partis qui sont des nini et des mi-mi. Exact, Jamaldine. Le vrai problème, en fait, la vraie revendication du Hirak, ça n'a rien à voir avec le choix d'un président. C'est le changement d'un système radicalement. Le Hirak est sorti dans la rue pour revendiquer le transfert du pouvoir d'une dictature militaire vers une démocratie civile, populaire. Or, maintenant, le pouvoir en place, c'est-à-dire les militaires, ont transposé et ont esquivé le problème, et ils ont créé ce vote. Et puis, ils nous demandent, sur leur ordre, que Tebboune va, soi-disant, dialoguer avec qui veut dialoguer avec lui. Mais pour le Hirak, fondamentalement, que va-t-il discuter avec le Tebboune? Va-t-il lui dire: demande à tes chefs, à ceux qui t'ont emmené dans ce poste, de céder le pouvoir? C'est quand même un véritable problème, et c'est pourquoi le but de Tebboune, c'est d'absorber l'énervement du Hirak, de le briser en d'autres morceaux, parce que ceux qui ont le vrai pouvoir, ils ont nié totalement le Hirak, ils ont refusé de négocier avec lui, ils ont refusé de négocier un transfert de pouvoir à le Hirak, et maintenant ils nous emmènent une figure, une interface qui n'a rien à discuter en fait avec nous. Maintenant, si on analyse la société, bien sûr, il y a une partie qui a voté pour Tebboune, et donc cette partie-là n'a rien à revendiquer. Elle est pour le régime dictatorial, apparemment, même avec une façade démocratique. Les gens qui ont voté pour Tebboune, manipulés ou pas, ils ont voté pour lui, donc ils n'ont rien à discuter. Ce qui reste, c'est le Hirak. Le Hirak va se diviser légèrement en deux parties. Une petite minorité qui dit on n'a pas d'autres issues, c'est le seul interlocuteur, l'armée ne veut pas discuter avec nous, on est de vrais représentants, donc nous allons discuter avec eux, c'est une minorité, mais la majorité des Algériens qui ont marché dans les pavés 10 mois avec une grande patience et une grande tolérance, ils refusent de discuter avec
M. Tebboune, parce qu'ils n'ont pas voté pour lui, parce qu'il demande et parce qu'il représente une figure vraiment emblématique de la bureaucratie, une malédiction du système que les gens détestent finalement. Mais Abdelouab Zatri, ces hommes politiques et ces partis politiques qui répondent favorablement à cet appel de Tebboune, est-ce qu'ils ne savent pas qu'en acceptant une telle offre, un tel appel du pied, est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils légitiment un président qui est issu de la fraude, qui dans les chiffres réels de participation sont à environ 8% et qui ont été bourrés, montés jusqu'à 40%. C'est la fraude la plus massive, la plus intense, la plus incroyable depuis l'indépendance. Est-ce que ces gens qui répondent au dialogue, est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils vont légitimer ce président issu de la fraude? Non, ils le savent très bien. Ils savent que pour eux, comme à leur habitude, hein, les partis qui sont nés qui ont vécu avec le pouvoir, donc qui ont été manipulés par les services, ceux-là, ils vont là où ils trouvent quelque chose à obtenir. Hams, par exemple, pour lui, il ne fait pas la différence entre une dictature ou une démocratie. Pour lui, celui qui lui donne des sucreries, il le suit. C'est vraiment à ce niveau-là que ça soit lié. Ces gens-là ne savent pas que l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de la jeunesse d'aujourd'hui est tout à fait différente de l'Algérie des années 60 jusqu'aux années 2000. Maintenant, nous avons une génération vraiment très illuminée qui veut vraiment vivre comme dans les autres pays très du monde. Très éclairée ou très illuminée? C'est ça, le mot c'est éclairé, bien sûr, c'est éclairé. Je veux dire que je sous-entendais lumière, donc c'est comme toutes les révolutions, elle amène beaucoup de lumière, c'est cela. Et donc le Hirak est en train, il est né d'une protestation, d'une manifestation grandiose, nationale, pacifique, refusant les manipulations étrangères. Maintenant, il est en train de se transformer, bien sûr, en une révolution avec un minimum d'organisation. Il va sortir des leaders qui vont bien le représenter et tout ça, mais cela peut prendre du temps. Donc, si le système refuse de lui transférer le pouvoir, il va continuer à faire pression et il va prendre ce qu'il peut prendre et revendiquer ce qu'il n'a pas encore obtenu. C'est la tactique la plus intelligente qu'il est en train d'appliquer, Yannis, sans le dire. C'est prendre puis revendiquer, prendre ce qu'on peut prendre en faisant pression. Donc c'est cela la logique du Hirak. Les partis qui jouent le jeu du pouvoir, ils vont être totalement rejetés et ignorés. D'ailleurs, la logique du Hirak, elle est autonome, il n'est pas né... Est-ce que, Abdelouab Zatri, est-ce que vous êtes d'accord avec Alioui Rochdi qui propose d'organiser le Hirak, de se le structurer, que le Hirak se structure, s'organise, fasse émerger des leaders, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Maher Zbouish qui pense le contraire, qui dit que nous sommes déjà auto-organisés de façon horizontale et qu'il n'y a pas lieu d'aller trop vite, probablement parce que ça pourrait provoquer des problèmes d'ego, de division. Donc, à votre avis, vous-même, quel est votre point de vue? Oui, je fais un peu la part entre les deux. Il est actuellement, pour pouvoir sortir toute cette masse d'Algériens, tout ce nombre d'Algériens partout de manière pacifique, c'est fabuleux, c'est inimaginable. Donc il y a une organisation de base, une structure de base élémentaire. Mais pour pouvoir, la bataille est longue avec ce pouvoir qui renie totalement le Hirak, qui ne veut pas céder sa place. Il faut convertir cette organisation en une organisation beaucoup plus efficace qui doit démarrer bien sûr de la base, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être d'abord dans les mairies, dans les zones, disons, à la base, et puis elle doit aller jusqu'au niveau des wilayas, puis dégager quelques représentants qui vont nécessairement... Une sorte de congrès du peuple.
C'est ça. Et quelques représentants, mais la masse qui a été déjà choisie, ils peuvent jouer le rôle de conseiller ou de directoire de ce mouvement. Le mouvement doit avoir des représentants pour pouvoir dialoguer. Il ne faut pas avoir peur. L'idée que si on présente des représentants, ils vont être absorbés ou manipulés par le pouvoir n'a pas de sens, vraiment. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Nous allons aborder donc le dernier sujet, celui de la violence du régime qui est sorti d'un coup, alors que jusque-là, il a été un temps soit peu modéré, au point où les policiers et les manifestants fraternisaient, littéralement. Les manifestants offraient des fleurs, de l'eau aux policiers qui, eux aussi, essayaient d'être un temps soit peu corrects. Et là, à Oran, on a senti que une instruction a été donnée, non pas seulement de réprimer, vous avez vu vous-même qui portez un bandage sur votre œil, de tirer sur l'œil droit de préférence des manifestants. C'est trop, les victimes sont trop nombreuses pour que ce soit un hasard. Ça veut dire que c'était visé, c'était ciblé, on voulait terroriser la population, on a dissuadé de manifester pour laisser le centre tout seul qui puisse être désigné donc comme un abcès de fixation sioniste, français, dirigé par Haute-Port, dirigé par des forces souterraines, etc. Alors, à votre avis? Juste un petit point par rapport, je reviens sur les propos de M. Aloui. Bon, je réponds fraternellement, bien sûr, par rapport au parti politique. Depuis l'indépendance du pays, politiquement, le pouvoir algérien a imposé un statu quo politique, ce qu'on appelle en arabe le Jamed Siyasi. Ce qui fait qu'il se permet de faire de la politique, de nommer des présidents, des ministres, de même avoir des quotas dans les différentes institutions, mais il interdit à des partis qui émergent, comme des partis d'opposition, de faire de la politique. Il interdit à des syndicats, à des associations de faire un travail de conscientisation, d'agir ou d'activer dans un sens bien déterminé, celui de la conscientisation de la société algérienne, du peuple algérien, celui de mettre du mouvement dans ce statu quo. Donc cette dépolitisation qu'il a voulu imposer, il l'a imposé à tout le peuple. Et quand on prend des partis politiques d'opposition, comme le FFS, les militants du FFS ne viennent pas de la planète Mars. Évidemment. Ce sont des citoyens comme les autres. Eux aussi, ils subissent la répression, les intimidations, la hogara, la dépolitisation. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que même des partis d'opposition comme le FFS, je ne dirais pas qu'ils ont été vidés de leur essence, mais parce que l'idéologie, le projet de société, il est toujours là. Mais la masse populaire, il est vrai que les militants du FFS subissent la même chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce hirak, cette révolution, elle est alimentée du peuple, bien sûr, d'une grande part, mais il y a aussi les militants politiques. Nous sommes des militants du FFS, même il y a des militants du RCD, des militants de partis d'opposition qui sont dans le hirak et qui font un travail extraordinaire de conscientisation. Donc je crois que on ne peut pas un jour... Il disait il n'y a pas de parti vraiment représentatif qui est par exemple vous, le FFS. Le régime a réussi à vous ghettoiser à une région a fait en sorte que des partis soient ghettoisés, soit corrompus, soit à d'autres il a offert des postes de députés, en faisant en sorte que, par exemple, le FFS soit Action Kabylie pour promouvoir son message politique. Tel parti, c'est un parti kabyle, un parti absolument, tel parti, c'est un parti islamiste, tel parti, c'est un parti ceci. Même choisir des régions où les implanter. Ça, c'est une dérive du pouvoir, mais c'est ça. Très bien. Mais alors, sinon, après, sur la violence... Sur la violence, je pense que juste après les élections, d'ailleurs, c'est ce geste que l'on fait aujourd'hui, mais depuis 2 jours, les Algériens, il y a eu plein de nos compatriotes qui ont été éborgnés, c'est-à-dire ils ont reçu sur le visage des balles en caoutchouc. Ou des coups de matraque aussi. Des coups de matraque. Et dans certaines villes en Algérie, on entendait des balles réelles, parce qu'on peut distinguer le bruit d'une balle en caoutchouc ou d'une balle réelle. Heureusement, ils ont tiré dans l'air, mais quand même, c'est très grave que ce soit fait le jour d'une élection, que le pouvoir appelle une fête nationale. Il n'y a pas eu de fête nationale. La fête nationale, c'était du côté du peuple qui s'est exprimé à travers un suffrage populaire en disant que 95% du peuple est dans la rue et non pas dans les bureaux de vote. Et je pense que le comportement des chefs de la DGSN dans certaines wilayas, comme à Oran, à Moustaghanem, je pense personnellement que
que c'est une... Consigne. Ce sont des services qu'ils sont en train de proposer pour qu'ils soient promus, pour qu'ils aient des places plus importantes. Mais le pouvoir algérien, aujourd'hui, il fait en sorte que le Hirak faiblisse. Qu'il soit divisé, surtout. Qu'il soit divisé et que dans certaines régions, moi, je suis un peu... Ça m'inquiète parce qu'il pourrait reproduire la même chose dans d'autres wilayas. Absolument. C'est pour cela que j'appelle dresser les uns contre les autres. Nos compatriotes en Algérie à faire très attention parce que nous avons des villes sur lesquelles le pouvoir algérien s'appuyait auparavant pour se maintenir, pour démontrer ses forces, comme Annaba, Constantine, les capitales de l'Est, Ouaharan, Mustaghanem, où le Hirak est vraiment représenté. Et puis, les gens, ils font un travail extraordinaire. Je pense que cette répression, d'abord, c'est tout à fait normal par rapport à la nature du système. C'est un système qui est né dans la violence. Il se nourrit de la violence et il vit dans la violence. En dehors de la violence, il ne se retrouvera jamais. Et cet appel qui a été lancé par les hirakistes de manifester le vendredi prochain à Ouaharan pour apporter leur solidarité justement, et le régime qui est déjà en train de se préparer pour empêcher une trop grande affluence dans cette ville. Il prépare des barrages routiers, il prépare de la répression, il prépare des choses. Est-ce que vous, en tant que FEFES, allez appeler à rejoindre cette initiative ? Bien sûr, toute initiative qui va dans le sens de la fraternité, du soutien, de la solidarité, on l'encourage, c'est-à-dire entre les citoyens algériens. Après, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que nous avons la capitale, Alger, qui est le centre. Le centre du Hirak, la vitrine de notre révolution. C'est tout le monde entier fixe ses caméras, ses images sur Alger. C'est bien d'être solidaire avec nos amis, nos compatriotes à Oran, dans les grandes... Oui, mais tous les hirakistes qui manifestent à Alger ne vont pas aller à Oran, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas se déplacer en millions. C'est une façon de briser ce mur qui a été construit par le régime, par le pouvoir algérien, entre les régions, en disant que les révoltes se font seulement en Kabylie, seulement à Alger, parce qu'à Alger, il y a beaucoup de Kabyles. Mais le peuple algérien, cette année, a démontré que c'est un peuple uni d'est en ouest. Ce qui se passe à Constantine, c'est extraordinaire. Ce qui se passe à Oran, c'est extraordinaire. Ce qui se passe dans le sud, on ne doit pas oublier les villes du sud, où les gens, même sous 50 degrés, sortent les vendredis pour manifester. Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai demandé à mes invités de ne pas dépasser les 2 minutes par intervenant. Rochdi Aloui, merci de nous répondre à cette question en moins de 2 minutes si c'est possible. Sur cette violence qui s'est déclenchée de façon très vraisemblablement instruite, ordonnée par on ne sait qui, et cet appel à aller manifester à Ouaharan. Je vais prendre le temps de ce que vous me donnez aimablement pour répondre à M. Mahrez Bouich, sur l'organisation et la structuration de Hirak. Quand on parle et on dit que Hirak ne peut pas être organisé, on dit que organiser, c'est une tentative de la part des militaires pour diviser Hirak. Moi, je suis étonné parce que cela veut dire que vous êtes en train de parler au nom de Hirak et vous assumez une certaine position de leadership au sein de Hirak, alors que Hirak n'est pas organisé. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, ceux qui ont peur de la diversité de Hirak, diversité ethnique et idéologique. Moi, je leur dis non, ça, c'est une preuve de la puissance de Hirak, ça doit être un plus pour Hirak, et cette diversité doit être placée en arrière-plan pour qu'on fait en avant-plan une unité absolue sur quelques points, quelques points qui sont cohérents et réalistes et réalisables. Pourquoi j'appelle à l'organisation? Parce que l'organisation doit être faite au niveau de chaque université, de chaque ville, de chaque daïra, de chaque wilaya de l'Algérie, pour qu'on puisse rebâtir le champ politique en Algérie. Parce qu'aucune solution à long terme économique, sociale et politique ne peut se faire avec les partis politiques qu'il y a en Algérie et la représentation qu'il y a en Algérie, que ce soit syndicale et sociale. Et je me permets de vous interrompre. Poursuivez, finissez votre phrase. Juste un dernier point. Négocier, non. Dialoguer avec Tebboune, non, parce que le dialogue c'est une tentative pour avoir une certaine légitimité populaire.
Ça, c'est clair. Alors, négocier sur quoi? Négocier l'ouverture du champ politique en Algérie parce qu'il faut laisser Hirak s'organiser. Sans l'ouverture du champ politique en Algérie, Hirak ne peut pas s'organiser. Le deuxième point, ça revient à votre question, négocier l'arrêt des répressions. Très bien. Très bien, je vous interromps là, je suis désolé, on n'a plus de temps. D'ailleurs, je vais rétrécir le temps d'intervention à mes deux invités qui restent. Je leur demanderai de s'exprimer en moins d'une minute, malheureusement, il ne reste plus de temps. Alors, Maher Zebouiche, très vite, et pardonnez-moi si je devrais vous interrompre en moins d'une minute sur la violence. Oui, juste pour... j'aime pas le tennis, j'aime pas de jouer un match de tennis avec Rochdi, mais je ne suis ni porte-parole de Hirak. Vous êtes tous les deux des universitaires, tous les deux engagés, donc c'est normal que vous puissiez... On se pose justement la question, pourquoi la structuration vient toujours de la part du pouvoir depuis pratiquement longtemps? Pourquoi ces ministres, ces militaires, ces gens du pouvoir qui appellent à chaque fois à la structuration, si ce n'est pas une contre-révolution? Je ferme la parenthèse, je dis bien que j'aime pas le tennis d'ailleurs. Ni le football, ni le... Sur la violence. Sur très la vite. Violence, non, d'abord, on tient à le dire que c'était prévisible. On l'a dit auparavant que le pouvoir va essayer d'adopter du moins deux stratégies. La première stratégie, c'est cette stratégie de dialogue, c'est-à-dire aller justement à redynamiser un peu ces éléments au sein de la société pour diviser le Hirak. La deuxième des choses, c'est la répression, parce que maintenant, ils ont le bras politique. Ils ont nommé un bras politique, donc certainement, ils vont essayer de diviser le Hirak par cette fameuse structuration et dialogue, et par la violence pour faire peur aux gens. Donc on le dit clairement et nettement. Donc ce qui s'est passé à Oran, à Moustagan, mais à Antemouchen, puis même à Béjaïa d'ailleurs, le 12-12. Et je me permets de vous interrompre. Désolé, Maher Zebouiche. Alors Abdelwahab Zaatri, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Sur la violence, de préférence. Et aller à Oran, donc c'est en fait un message de solidarité nationale pour refuser et s'opposer à la répression et aux agressions contre des jeunes ou des protestataires, les gens du Hirak qui sont silmiya, qui disent toujours silmiya, silmiya. Donc l'usage de la force, et surtout la force disproportionnée, n'est pas du tout acceptable. Et moi, de ce que j'ai vu à Constantine, par exemple, surtout les vendredis, tout se passe très bien, les gens manifestent tranquillement, à l'aise, les services de sécurité sont aussi à l'aise, je n'ai pas vu, c'est très bien, c'est ça le développement de la société, ça se fait comme ça. Et merci. Ils ont le droit de protester, et voilà. Merci Abdelwahab Zaatri, merci Maher Zebouiche, merci Rochdi Aloui, merci Abdelrahim Moussawar, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je rappelle que ce régime est en train de donner des signes évidents de panique et qu'il a été vaincu par le pacifisme des Algériens, par la fraternisation. Aujourd'hui, aucun Algérien, où qu'il soit, n'accepte que son compatriote soit réprimé, soit opprimé, soit violenté. Et vous avez vu ce fameux élan de solidarité. Vous avez vu, comme notre invité, ces gens qui portent des bandeaux sur l'œil pour montrer que nous sommes tous solidaires avec ces citoyens de l'Ouest algérien qui ont été si violemment réprimés. Selmiya, Selmiya, Khawa Khawa, et Atekum Sahab, Khawa la Khair.